مسافر زاده الخيال مسافر زاده الخيال والسحر والعطر والظلال ظمآن والكأس في يديه والحب والفن والجمال ظمآن والكأس في يديه والحب والفن والجمال. مسافر زاده الخيال والسحر والعطر والظلال ظمآن والكأس في يديه والحب والفن ظمآن والكأس في يديه والحب والفن والجمال. L'eau est un aspect crucial dans notre vie et nous avons besoin de stratégies, nous avons besoin de plans à long terme et à court terme aussi, de manière à surmonter les défis et à sécuriser les besoins de la population en eau. Et il ne s'agit pas uniquement de notre population égyptienne, mais des populations avec lesquelles nous partageons l'eau du Nil, par exemple, qui est un des aspects, comme les pays du bassin du Nil. Et donc c'est un problème qui s'étend à plusieurs horizons, à plusieurs frontières. Et donc pour nous donner plus d'informations concernant les ressources, nos ressources en eau, comment les sécuriser, comment les sauvegarder et comment les augmenter et le meilleur profit de ces ressources en eau, que ce soit concernant un plan à long terme jusqu'à l'an 2035 ou une stratégie élaborée pour sécuriser l'eau jusqu'à l'an 2050, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Dr Tahani Mustafa, qui est sous-secrétaire du ministère des Ressources en eau et de l'irrigation. Dr Tahani Mustafa, bonjour et bienvenue avec nous. Merci. Alors, Dr Tahani, en fait, comme on vient de dire, c'est vrai qu'actuellement, il y a beaucoup de problèmes en ce qui concerne l'eau. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de pays, beaucoup de régions qui commencent à avoir déjà des pénuries en eau. Alors, pour commencer, on est où ici en Égypte en ce qui concerne cette question d'eau? Bonjour. Alors, premièrement, on doit commencer par expliquer un peu la situation actuelle en ce qui concerne l'eau et les ressources en eau en Égypte. Bien, on doit dire que l'Égypte est un des pays les plus arides dans le monde. Nous dépendons à 97% des ressources au-delà de nos frontières, parce que les 55,5 milliards de mètres cubes qui proviennent des eaux du Nil, elles proviennent d'au-delà de leurs frontières des pays de l'amont. Ça, c'est premièrement. Nous avons aussi d'autres ressources qui ne sont pas beaucoup en réalité. Nous parlons de à peu près 2,1 milliards de mètres cubes en eau souterraine et à peu près 1,3 milliard de mètres cubes en tant que pluie. Et 0,35 milliards de mètres cubes d'eau dessalée sur les côtes, sur la côte nord et sur la côte de la mer Rouge. Alors c'est tout ce qu'on a. On parle à peu près de 59,25 milliards de mètres cubes. Ceci, ce sont nos ressources. Et par contre, nos demandes, nous parlons de 114 milliards de mètres cubes. Maintenant. Alors, les 34 milliards de mètres cubes de ces 114 sont ce qu'on appelle l'eau virtuelle, c'est-à-dire l'eau qu'on importe sous la forme de produits agricoles
de l'extérieur. Le reste, nous parlons à propos de 80 milliards de mètres cubes, ce sont nos demandes. Alors, la différence entre les ressources et ce qui est les demandes, c'est à peu près 21 milliards de mètres cubes, ou pour être très correct, bon, 20,75 milliards de mètres cubes. Eh bien, aujourd'hui, où l'état où nous sommes maintenant, nous utilisons la réutilisation des eaux de drainage agricole et les eaux souterraines qui sont proches pour remplir cet écart entre les demandes et les utilisations. L'Égypte fait face à plusieurs défis en ce qui concerne les ressources en eau. La croissance démographique est le défi le plus grand parce que plus il y a de croissance démographique, plus on a l'augmentation des besoins, du point de vue eau potable, du point de vue eau agricole, industrielle et ainsi de suite. Ça, c'est un des défis. Un autre défi qui est très important aussi, c'est le changement climatique. Nous sommes victimes l'impact des changements climatiques de deux manières. Premièrement, à travers l'eau méditerranéenne, ce qu'on dit l'augmentation du niveau de l'eau, ce qui menace la qualité d'eau souterraine, et en même temps, il y a aussi l'érosion du delta, qui est une des parties les plus fertiles du sol de l'Égypte. Certainement, ça a aussi d'autres implications sociales et économiques d'un côté. De l'autre côté, nous sommes aussi victimes de l'impact des changements climatiques en ce qui concerne les ressources du Nil. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas une direction directe ou une direction très précise. Soit les ressources du Nil avec les changements climatiques vont augmenter ou diminuer. Alors, nous pouvons faire face à des inondations et nous pouvons aussi faire face à des sécheresses. Ce sont les défis essentiels auxquels nous faisons face en Égypte. En plus, certainement, nous n'avons pas assez de ressources pour l'investissement dans le domaine des ressources en eau, et certainement nous avons encore besoin de renforcement de capacité du point de vue recherche et du point de vue application des recherches pour pouvoir surmonter ces défis. Alors ça, c'est la situation actuelle qui n'est pas très plaisante et qui demande beaucoup de travail sur le terrain, non seulement du ministère des Ressources en eau et de l'irrigation, parce que le problème de l'eau, ça devient partout dans le monde, non seulement en Égypte, un problème global et cross-cutting, comme on dit, c'est-à-dire dans tous les secteurs, on a besoin de l'eau. On parle par exemple des buts de développement durable. Il y a un but, pour la première fois, un but uniquement à l'eau, qui est le but numéro 6. Et ce but numéro 6, il est sur l'eau, et en même temps, ça rentre dans à peu près 13 autres buts des buts de développement durable. Alors, le problème de l'eau, ça devient de plus en plus compliqué, et c'est pour ça qu'on a vu que une stratégie à long terme est très importante pour pouvoir mettre un cadre des mesures que nous devons faire compte, non uniquement dans notre ministère, mais dans d'autres ministères en plus, pour pouvoir surmonter, pouvoir combattre les problèmes auxquels nous faisons face en Égypte. Un des aspects ou une des solutions, ce sont des plans à long terme. Il y a un plan à long terme élaboré pour l'année 2035 et une autre 37. Stratégie, pardon 2037. 2037 et une autre stratégie jusqu'à 2050. Donc, déjà 2037, c'est beaucoup. Donc, quels sont les aspects de ce plan, les principales caractéristiques de ce plan? Très bien. Bon, premièrement, 2037, c'est pas loin. C'est pas loin. Non, quand on planifie, quand on parle de 2037 et aujourd'hui nous sommes en 2018, en fin 2018, c'est pas très loin.
eh bien, ce plan, c'est un plan qui repose sur 4 piliers principaux. Premièrement, c'est le développement des ressources en eau. Le deuxième, c'est préparer un environnement favorable pour le développement des ressources en eau. La qualité d'eau est un des piliers les plus importants. Et aussi, la planification pour la qualité d'eau et pour aussi la durabilité de cette qualité. Alors, ce sont les piliers essentiels de notre plan. Nous parlons, par exemple, de la sensibilisation, qui est très, très importante. Et la sensibilisation, c'est un travail qui doit être fait sur le plan des écoles, par exemple, dans les curriculums, dans les écoles et dans les universités. Ça doit être incrusté dans la vie quotidienne du peuple. Par exemple, on voit qu'on a des critiques très très fortes quand on voyage, par exemple, et quand on participe dans des conférences. On nous dit, mais quand même, nous voyons que les gens arrosent les rues et ils arrosent les voitures, ce qui est vraiment, quand on vient, nous, du côté technique, et on dit que nous faisons face à des défis réels en ce qui concerne les ressources en eau, eh bien, les gens qui visitent l'Égypte et qui voient ces mesures qui ne sont pas criminalisées jusqu'à présent, c'est-à-dire il n'y a pas d'amende si on fait ça. Ça, c'est un travail législatif, c'est un travail social, c'est un travail aussi du média qui doit faire un grand devoir dans ça. C'est un des côtés, par exemple. Il y a aussi le développement des ressources en eau. Nous parlons du développement des ressources au-delà des frontières en tant que coopération avec les pays du bassin. Nous avons des coopérations bilatérales et la coopération régionale. Par exemple, à présent, nous avons un projet appelé VicMed. VicMed, c'est un projet, on étudie la navigabilité du Nil, du lac Victoria jusqu'à la mer Méditerranée. C'est un projet très prometteur, très ambitieux. Maintenant, nous sommes dans la phase des études des besoins de renforcement de capacité. Nous sommes en train de voir du côté technique comment ça peut se passer. Une préfaisabilité a été faite à travers les experts égyptiens. Maintenant, il y a un expert international qui fait une étude de cadre institutionnel et législatif, une étude de besoins de capacité, d'un renforcement de capacité, et aussi les termes de référence pour une faisabilité. C'est un long projet, on ne peut pas cueillir ses fruits dans les années prochaines, mais c'est un projet qui donnera un autre aspect à la coopération avec les pays du bassin, au lieu de rester là dans nos problèmes de cotisation et tout ça. Eh bien, on fait la coopération au-delà de ces cotisations. Nous parlons des bénéfices et des opportunités que le Nil peut offrir dans le futur. Nous sommes dans la phase des études. Nous ne savons pas jusqu'à présent la faisabilité, est-ce que c'est faisable économiquement ou pas, mais c'est l'idée, c'est comme un rêve qu'on doit bien étudier et voir si on peut faire ça. C'est du côté régional et international. Oui. Vous avez parlé en fait, parmi les, comme vous venez de dire, parmi les buts ou les points de ce plan, c'est comment renforcer nos ressources en eau, comment les développer. Oui. Et vous avez parlé de plusieurs aspects, plusieurs manières de le faire, surtout en ce qui concerne le bassin du Nil. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres projets peut-être qui concernent le dessalement de l'eau de mer, par exemple, de projets hors l'eau du Nil?
Oui, certainement, il y en a beaucoup. C'est-à-dire, j'ai commencé par l'eau du Nil, parce que, premièrement, c'est ma passion. C'est où je travaille, ça, c'est premièrement. Deuxièmement, parce que nous parlons de la partie essentielle de nos ressources, qui est l'eau du Nil, qui provient d'au-delà des frontières. Alors, la coopération, ce n'est pas un luxe. On en a besoin et ça doit continuer, même si on a des défis. Certainement, il y a beaucoup de travail actuel et futur dans le dessalement. Par exemple, nous parlons de dessalement des eaux. Le dessalement, c'est une opération coûteuse. Oui. Mais aujourd'hui ou demain, on en aura besoin. À présent, le dessalement n'est pas très propagé. Vous savez, c'est seulement sur les côtes et sûrement dans les villages touristiques où le dessalement, parce que c'est coûteux, ça doit avoir des rendements économiques. Mais il y a aussi la technologie qui s'avance chaque jour. Et avec le temps, on doit renforcer la recherche dans ce domaine. Il y a aussi les membranes et plusieurs technologies qui ont été développées dans le monde. Parmi nos plans, c'est de pouvoir produire les membranes, par exemple en Égypte, avec un coût raisonnable afin de pouvoir élargir la pratique du dessalement en Égypte. De plus en plus, nous voulons, au moins en ce qui concerne l'eau potable, de plus en plus, nous voulons que les régions côtières dépendent sur le dessalement. Ça, c'est très important. Mais pourvu que ça devient moins coûteux, parce qu'avec nos conditions actuelles, ce ne sera pas facile d'utiliser le dessalement comme les pays, par exemple, du Golfe, qui sont des pays relativement riches et qui peuvent même faire l'agriculture sur le dessalement. Chez nous, c'est pas pareil. Il y a aussi le forage des puits, les eaux souterraines. Les eaux souterraines, nous parlons des eaux souterraines profondes et aussi les eaux souterraines superficielles. Les eaux souterraines superficielles est comptée parmi les ressources non conditionnelles, parce que elles peuvent être attirées facilement, c'est pas très coûteux, et elles peuvent être traitées. Alors, c'est une source importante. À propos des eaux souterraines profondes, nous avons aussi beaucoup de limitations, mais nous pouvons exploiter de plus en plus les eaux souterraines, pourvu que parce que ça, on le considère comme des réserves stratégiques pour les futures générations. Les futures générations, exactement. Alors, on doit éviter la surexploitation des eaux souterraines, mais il y a aussi certaines mesures et certaines limites que nous pouvons faire pour améliorer l'efficacité des eaux souterraines ou comme ressources d'eau. Ça, c'est d'un autre côté. Il y a aussi la réutilisation des ressources d'eau, des eaux de drainage et même des eaux de drainage, c'est-à-dire des eaux sanitaires. Mais certainement de ce côté, parce que on a besoin de plusieurs étapes de purification et il y a aussi beaucoup de limites sanitaires en ce qui concerne l'agriculture sur l'eau sanitaire. C'est une approche qu'on n'exploite pas énormément jusqu'à présent, mais nous dépendons aujourd'hui d'une part très importante sur l'eau recyclée ou l'eau mélangée, l'eau de drainage agricole avec l'eau du Nil. Et c'est une ressource importante. On est en train d'améliorer l'efficacité de cette ressource ou ce moyen à travers encore la recherche, à travers l'application des mesures mondiales. On a maintenant un code pour la qualité d'eau, parce que certainement cette affaire de mélange a des implications sur la santé, parce que la qualité d'eau,
elle diminue Ouais. d'une façon ou d'une autre. Alors, avoir un code, vraiment faire le suivi et l'évaluation de la qualité d'eau, ce qui n'est pas seulement le devoir du ministère des Ressources en eau, en réalité, c'est le devoir de plusieurs ministères, la santé, l'environnement, l'eau industrielle, par exemple. Il y a beaucoup encore à faire dans l'application des lois. Les lois sont là, nous avons beaucoup de lois, mais l'application de lois pour la qualité d'eau, c'est très important. L'eau, surtout l'eau industrielle. Oui. Docteur Tahani Mustafa, vous êtes sous-secrétaire d'État au sein du ministère des Ressources en eau et de l'irrigation. On aurait souhaité en savoir plus sur les différentes stratégies et aussi la coopération avec nos voisins qui partagent avec nous l'eau du Nil et notre vision commune, parce qu'on doit en avoir une, mais malheureusement on est parvenu au terme de notre émission, donc on souhaiterait vous recevoir très bientôt pour en dire plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Merci, mesdames, messieurs. C'était tout pour cette édition de Bonjour l'Égypte. Merci pour votre attention. Rendez-vous demain à une nouvelle édition. Bonne journée.